Amiral, je vous exprime mes profondes excuses pour mon départ brutal. Je ressens profondément la tristesse. Je suis attaché par toutes les fibres de mon cœur à la marine et à ce bateau dont j'aimais tant l'équipage. Permettez-moi de vous dire, aussi bien combien j'étais attaché à vous qui avez su sauvegarder ces jours derniers, notre vie et notre âme. Vous devinez mes sentiments. J'ai été élevé dans le culte de la patrie, mes camarades aussi, j'en suis sûr. Mais 1870 et 1914 ont tellement marqué mes parents et moi-même que je ne puis concevoir l'asservissement actuel de la France. Sans me permettre de juger le département, je ne puis me croire qualifié pour reconstruire la France ainsi qu'on nous la propose. Tant qu'il y aura une lueur d'espoir, je combattrai pour débarrasser mon pays de l'emprise de cet homme qui veut détruire nos familles et nos traditions. Mes ancêtres se sont battus jusqu'au bout, je ne puis autrement que les imiter. Si j'ai attendu si longtemps depuis l'armistice, c'est que j'ai voulu d'abord ne pas m'en aller avant ce désarmement à la suite duquel le travail de l'état-major Céard puisse réduire. Et surtout, à la suite de l'affaire d'Oran, je n'eusse voulu à aucun prix servir dans la marine britannique. Il m'a fallu trouver un chef français indépendant. Je l'ai trouvé hier et vais me ranger sous ses ordres. Je sais, amiral, à quoi je m'expose. Je vous demande seulement que ma désertion soit annoncée de façon telle que les autorités allemandes, qui contrôlent le lieu de résidence de mon épouse et de mes 4 enfants, n'en soient pas avisées. Cela est évidemment fort difficile étant donné l'emprise de ces gens-là sur les autorités françaises. Excusez, amiral, cette trop longue lettre qui me paraît plaidoyer. Je sais qu'il est inutile auprès de vous. N'y voyez que la marque d'un profond attachement et l'expression d'un dévouement très respectueux. Estienne d'Or. Honoré d'Estiendorf est né le 5 juin 1901 à Verrières-les-Buissons. Il passe son baccalauréat en 1917, puis intègre l'école polytechnique en 1921. Décrit comme un homme affable, curieux et spirituel, il sert dans la marine, ce qui lui permettra de découvrir différents horizons. Honoré est père de 5 enfants avec Eliane de Lordville. Quand la guerre éclate, il est affecté sur le Duquesne à état-major de la force X, sous les ordres du général Godefroy. Le 22 juin 1940, l'armistice est signé, mais celui-ci est décidé à poursuivre le combat. Il décide alors de rejoindre la Grande-Bretagne où des bâtiments français attendent les équipages. Embarqué le 2 août 1940, d'Estiendorf et ses compagnons arrivent à Londres fin septembre. Il sera promu capitaine de corvette le 1er octobre 1940 et affecté au 2e bureau de l'état-major des forces navales françaises libres. Et c'est à ce moment-là qu'il jette les bases du réseau Nemrod, qui est l'un des premiers réseaux de résistance en France. Il est composé principalement de Bretons et notamment de Sénans. Juin 1940, c'est de ce port de l'île de Saint, sentinelle isolée et sauvage de l'extrême Occident, que partirent ces hommes farouches qui conservèrent l'espoir. Souvenons-nous, ils furent les premiers. À bord de ce petit bâtiment, la première unité des forces navales libres, ces hommes qui vivaient sur la mer s'embarquèrent tous pour un long voyage, un très long voyage dont beaucoup ne sont pas revenus. François Folic, originaire de l'île de Saint, était le capitaine de la Marie-Louise, bateau qui faisait la traversée entre l'Angleterre et la France occupée, et puis plus particulièrement ici, à Port-sous-Bousse. René Folic, son fils, va nous raconter tous les voyages de son père. Il y a eu plusieurs voyages de faits, et si je prends la chronologie, le premier, mon père n'y a pas participé. Le premier a été réalisé par un gars de l'île de Saint et un gars de Camaret avec un équipage, le bateau étant celui de l'île de Saint. Il y a un premier agent du réseau de Stiendorf qui est arrivé par ce bateau, mais ce bateau n'est pas allé plus loin que l'île de Saint, il est resté à l'île de Saint. Et il est retourné en Angleterre. Et l'agent qui était transporté par le bateau, il a été ramené sur le continent le lendemain par le beau-père du gars qui commandait le bateau, qui est venu d'Angleterre. Ce gars qui a donc transporté l'agent vers le continent,
avait des amis près du débarcadère de Port-Loubouz. Et il s'est donc dit, ben, je vais essayer de l'amener chez mes amis, qui, j'espère, pourront le guider et lui donner les renseignements nécessaires pour partir par la route vers le lieu, Nantes ou autre, je ne sais pas où il voulait aller. Donc, avec son petit bateau, le lendemain, il a transporté, pas eu de problème. Les Allemands n'étaient pas encore très organisés. Et ça tombait bien, ses amis habitaient dans la première maison lorsque l'on grimpe après le débarcadère. Donc, ça se passait incognito, pas de problème. Ça a été le premier voyage. Ce premier agent était Jan Dornick, qui a débarqué le 5 septembre 1940 à Port-Loubouz. Le deuxième voyage, il a été fait avec un bateau bien plus conséquent, qui était le bateau qui appartenait au gars qui avait participé au premier voyage et qui était de Camaret. Mon père, entre-temps, en Angleterre, la France Libre avait demandé aux marins qui étaient là s'il y avait des volontaires pour effectuer des voyages et établir une liaison avec la résistance en France. Mon père s'était porté volontaire. Il avait été à Londres suivre un stage pour toutes les recommandations nécessaires, l'espionnage et tout ce qui s'ensuit. Donc en octobre, le deuxième voyage, mon père l'a assuré et il n'y a pas eu de problème, disons. Le bateau mouillait, ancré devant Port-Loubouz, à, je ne sais pas, 200 mètres, enfin, à quelques distances de la côte. Il mettait l'index à l'eau et mon père et son second, Cornec, à la godille, il venait au débarcadère. Là, il s'arrangeait, il y avait un des deux qui restait dans le canot et l'autre qui accompagnait, s'il y avait des passagers, il les accompagnait chez les Normands qui servaient de boîte aux lettres là-haut. Le troisième voyage. Alors, il était prévu qu'il y ait des équipages qui se renouvellent, et puisqu'il y avait énormément de volontaires, enfin plusieurs volontaires, plusieurs personnes s'étaient portées volontaires, plusieurs marins. Et puis, Destiendorf avait demandé à mon père, oh, pourriez pas y aller encore une fois. Bon, mon père s'était laissé faire. Il assurait le voyage suivant, c'est-à-dire le troisième. Le quatrième, ce qui risquait d'arriver, est arrivé, c'est-à-dire pour le bout, c'est très exposé au sud-ouest. Or, les tempêtes en Bretagne, elles viennent toutes du sud-ouest, ou la plupart, la grande majorité viennent du sud-ouest. À l'époque, il n'y avait pas la météo, donc en quittant l'Angleterre, ils ne savaient pas dans quel état était la mer aux approches de la côte bretonne. Manque de peau, ils sont arrivés, il y avait de la houle, il y avait du vent. Il n'y avait même pas moyen de mettre l'annexe à l'eau, parce que s'ils avaient mis l'annexe à l'eau, ils auraient été fracassés sur les rochers. Donc ils ont attendu, puis la mer restait toujours mauvaise. Mon père a réfléchi, il s'est dit, bon, si on passait de l'autre côté de la pointe du Raz, c'est-à-dire dans la baie de Douarnenez, on subirait moins les vents parce qu'ils sont abrités. Mais là se posait le problème, c'est qu'il y avait deux passagers à bord qui, eux, devaient relier Plogoff chez les Normands, ne connaissant pas le trajet, c'était pas évident. Alors mon père leur avait dit, ben, écoutez, moi je vais vous accompagner jusqu'en haut de la côte, puis je vais vous donner des indications et des conseils par où passer, on voit les clochers, tel Padelin, tout ça, vous allez passer par là. Et puis, il n'a pas eu le temps d'arriver jusqu'en haut de la côte. Il y a une patrouille allemande qui, venant de l'Est, et longeait le sentier côtier. Il l'a vu arriver de loin. Et manque de choses, les deux passagers avaient leurs papiers français, c'est-à-dire des vrais papiers français, qui leur permettaient de passer pour des Français. Et ils avaient aussi, en guise de simulacre, ils avaient une caisse à outils, pour pouvoir dire aux Allemands, on est des mécaniciens, on vient du bateau, on a été les dépanner. Ils avaient prévu tout ça, et une combinaison, enfin tout ce qui pouvait tromper les Allemands. Donc, par contre, les Anglais, lorsque le bateau quittait l'Angleterre, les Anglais exigeaient que les marins n'aient aucun papier sur eux, ni la moindre photo, aucun indice qui puisse les trahir. Donc mon père n'avait pas de papier.
Il a dit à ce moment-là aux passagers, excusez-moi, mais moi je ne peux pas rester, la patrouille se rapproche, il faut que je retourne au bateau. Et effectivement, il leur a donné en vitesse quelques indications. Il a dit aux deux gars, essayez de les retenir le plus longtemps possible, de manière que je puisse partir et rejoindre le bateau. Et c'est ce qui est arrivé. Il a rejoint l'annexe. Cornec était resté garder l'annexe. À la Gaudie, ils ont rejoint le bateau qui était au mouillage. Et il était prévu qu'à peine s'ils reviennent, ils hissent les voiles et puis ils redémarrent. Mais mon père a réfléchi, il s'est dit, la patrouille, si elle nous voit nous agiter pour partir, ils vont sortir les fusils, les mitraillettes, ils vont en tirer dessus. Alors mon père a dit à l'équipage, écoutez, on ne part pas, vous faites semblant d'appâter les palangues. Il y avait des palangues, des engins de pêche sur le pont. Il dit, faites semblant d'appâter les palangues et évitez de lever la tête, ou si vous regardez par en dessous, vous ne levez pas la tête. Et effectivement, entre-temps, il y a une deuxième patrouille qui est arrivée de la pointe du vent, quoi, de l'ouest. Les deux patrouilles se sont concertées, ils ont discuté entre eux, ils avaient des jumelles, ils observaient sans arrêt ce que faisaient les marins, et puis le temps a passé, ils n'avaient pas les moyens de venir jusqu'au bateau, donc la nuit est arrivée, et une fois qu'il a fait bien noir, mon père a donné le signal, ils ont hissé les voiles en vitesse, et dans la nuit, ils ont parti, donc ils ont réussi à échapper encore ce coup-là. Lors de ce voyage, Maurice Barnier était à bord. Il débarque le 4 décembre 1940 dans le petit port de Brezélec. Destendorf allait lui-même sur place pour coordonner l'action de ses hommes, nouer des contacts indispensables et recruter d'autres agents. Le 21 décembre 1940, la Marie-Louise part de Neuilly, avec à son bord Destendorf, devenu Jean-Pierre, et un jeune radio alsacien, Martis. Il débarque le soir même ici, à Port-Sous-Bousse, avant d'être hébergé un petit peu plus haut chez les Normands. Bon, par la suite, il y a eu le voyage où ils ont amené Destendorf lui-même, avec un radio, parce qu'il s'avérait qu'il y avait une nécessité à avoir des contacts plus faciles en dehors du courrier, hein, parce que les courriers, c'est long à venir, tout ça. Donc ils se sont dit, on va amener un radio qui, lui, transmettra à Londres tous les renseignements que la résistance veut transmettre, ou nous, avoir des contacts possibles entre la résistance, les résistants sur le sol français et ceux qui étaient en Angleterre, c'est-à-dire qu'on appelait la France libre. Donc ce radio est venu en France, il était basé plus ou moins à Nantes, mais il était bizarre. Mon père avait remarqué qu'en venant, il prétendait qu'il avait le mal de mer, qu'il n'était pas bien, et mon père lui avait donné sa couchette, il n'y avait pas beaucoup de couchettes à bord. Il restait dans sa couchette, il ne bougeait pas, il ne parlait pas. Par contre, quand c'était l'heure de repas, il sortait de sa couchette et il avait bon appétit. Et ça l'avait marqué mon père. Il s'est dit, c'est pas normal. Ça. En France, Honoré Destendorf écrit une lettre à sa femme. Le 20 décembre 1940. Mon Eliane chérie, je n'ai pas pu, depuis le 10 juillet, t'écrire directement. J'ai craint des représailles d'abord. Et puis lorsqu'arrivé en Angleterre, j'ai pu savoir que l'on laissait en paix les familles de ceux qui continuaient la lutte. J'étais déjà engagé dans la voie que je suis maintenant. J'ai préféré rester le plus ignoré possible. Qu'as-tu, ô mon chéri, pensé de ce long silence? Tu ne m'en as, j'en suis sûr, pas voulu. Tu as compris pourquoi j'ai dit ainsi. Je ne peux, vois-tu, admettre l'idée d'une France vassale. Je sens que c'est travailler pour mes enfants que de tenter de libérer notre patrie. Il faut bien le leur faire comprendre. Colette Higlette m'a donné des nouvelles que Catherine lui a adressées le 22 novembre. Dieu seul, oui, tout va bien. Mais toi, mon amour, tu viens maintenant de passer par une épreuve douloureuse. J'ai pensé, tout ce début de décembre, plus tendrement à toi que jamais. Nous avons donc maintenant 5 enfants. Élève-les, mon chéri, dans le respect des sentiments qui furent de ceux de nos familles. Qu'ils soient profondément chrétiens comme nous deux. Si tu savais l'aide que le bon Dieu m'apporte dans ma tâche quotidienne, surtout dans celle que j'entreprends aujourd'hui. Je laisse ici le journal que j'ai rédigé du 10 juillet au 25 septembre. Tu verras ce que nous avons fait. Rien d'héroïque, ni même de difficile. Depuis lors, j'ai été chargé du service des renseignements. Des amis à nous sont partis pour la France, relever le moral de nos concitoyens et zapper l'œuvre des Allemands. J'ai voulu prendre ma part dans ce travail, c'est pour cela que je pars moi aussi. Tu vois, mon chéri, c'est bien de souhaiter la défaite des Allemands, mais ils sont forts.
Il faut aider l'Angleterre à les vaincre afin qu'ensuite elle puisse libérer la France. Et alors, nous qui avons combattu, nous serons là pour refaire une France française. Mon cher tout petit, l'heure du départ approche. Je te confie nos chers petits, qu'ils oublient pas leur papa qui les aime tant et voudrait tant les revoir. Et toi, mon amour, tu as fait le bonheur de ma vie. Que de fois, pendant cette séparation, mes pensées retournaient tout naturellement vers toi. Le pivot et le centre de ma vie. 11 ans de mariage, quel beau moment à nous donner. Remercions-en le ciel. Je voudrais aussi dans cette lettre citer les noms de tous ceux que j'aime. Je suis heureux du mariage de Jean mon frère. Je suis profondément heureux du bon retour des tiens. J'avais d'ailleurs eu quelques nouvelles par un de nos cousins, habitant assez près de nos fermes, qui s'est évadé de France et nous a rejoints ici. Que Dieu vous garde tous et qu'il me garde aussi. Je pars avec la plus grande confiance. Ma femme chérie, mes enfants bien-aimés, je vous serre dur mon cœur. Honoré. Honoré rencontre les membres du réseau Nemrod à Lorient et à Nantes. Le 25 décembre, la première liaison radio entre la France occupée et Londres est établie. Le 27 septembre, Destiendorf est à Paris, où il rencontre les membres des autres réseaux de résistance. Ensuite, il y a eu un 5e voyage. Alors là, c'est encore des affaires. Le bateau, quand il n'était pas en voyage, il était pris par les Anglais qui le gardaient dans l'arsenal anglais. Les Français n'avaient pas accès au bateau. Et les Anglais l'avaient mis auprès d'un quai où il y avait pas mal de ferraille. Et quand le voyage s'est décidé, ça a été un peu brusque, il a fallu courir, prendre les affaires, tout ça. Ils sont montés à bord, le temps qu'ils ramassent leurs trucs. Le bateau commençait à échouer. La mer commençait à descendre. Impossible de partir, d'abord mettre les gaz à plein pot, ils ne reculaient pas, le moteur n'était pas bien fort, mais enfin quand même. Ils ont fait appel aux plus puissants des remorqueurs de l'arsenal et ils sont arrivés en faisant talonner, à sortir et à le mettre à flot. Donc ils sont partis et à peine sortis du port, le temps était très très mauvais, le temps qu'ils ramassent leurs affaires et tout ça, ils ne voyaient plus le quai, quoi, le port. Et mon père s'est aperçu que le compas était complètement faux, il déconnait. Il avait le temps quand même de se repérer. Et il s'est dit, mais merde, comment on va faire? Alors il ne savait plus où ils étaient, il ne savait plus où était le nord. Hein. Et il ne voyait pas le ciel, il y avait des nuages, c'était dans la broussaille la plus complète. Donc ils ont attendu, ils ont dit peut-être que le temps va s'arranger, il n'y a rien eu à faire. Au bout d'un moment, fallait retourner en Angleterre, pas de problème, il fallait surtout pas qu'il se trompe et qu'il vienne se livrer lui-même dans un port français où les Allemands l'auraient cueilli. Donc les uns disaient il faut aller par là, l'autre par là, enfin mon père s'est fié un peu au vent, enfin je sais pas. Hein. Toujours est-il qu'ils ont atterri 205, au bout de... Ils ont mis quand même un certain temps, je ne me rappelle plus, c'est 2 jours ou 3 jours, ils ont perdu dans le truc. Ils ont atterri à 250 km dans le Dorset, bien à l'est de Newling, d'où ils étaient partis. Et là, les Anglais qui craignaient l'arrivée des Allemands, ils ont vu un bateau arriver, ils ont dit qu'est-ce que c'est ce truc-là? Faites voir vos papiers. Ils n'avaient pas de papiers puisque les Anglais de Newling prenaient tous les papiers avant qu'ils ne partent. Donc, ils les ont arrêtés, ils ont mis en prison, mais enfin ils les ont arrêtés, ils ont mis de côté. Et mon père leur a dit, écoutez, faites venir le lieutenant de la marine de Newling, il va vous attester qu'on est bien des Français, et tout ça, il va vous expliquer. Effectivement, ils sont restés en prison, enfin emprisonnés tant que le lieutenant anglais de Newling est venu. Et puis là, ils ont pu regagner le Newling, donc le voyage pour rien. De Bretagne, Marty envoie régulièrement d'importants messages vers Londres. Adrien Kirloch va nous raconter son comportement des plus imprudents. Marty donc était le soir il sortait, il fréquentait un peu tout le monde, les filles faciles, il parlait avec n'importe qui. Alors son attitude ont surpris justement tous les gars de Nantes qui étaient dans les réseaux. Si bien que quand Estienne est revenu de Paris, on lui a dit que ça ne collait pas du tout.
Hein, et d'ailleurs, même, il était en location chez une personne là, à Nantes, et il avait loué, le réseau avait loué une maison pour lui, et son poste radio, et même le propriétaire de la maison l'avait mis dehors. C'est pour dire comme quoi il n'avait pas de bonne conduite. De retour à Nantes le 19 janvier 1941, Destiendorf décide de ramener Marty avec lui en Angleterre lors de son prochain voyage. Il a été à la verre de Nantes et là il a trahi. Il a dit voilà, je suis un radio de la France Libre, et il a donné tout le monde. Il a donné tous les gars de Nantes, il a donné les adresses. Et même il a donné le nom des Normands de Plogoff, de Jannick, l'équipage de la Marie-Louise, le patron de la Marie-Louise et tout. Et tous les. Il a donc trahi tout le monde. Et puis les arrestations se succédèrent. Destiendorf est arrêté dans la nuit du 21 au 22 janvier. Les prisonniers sont successivement transférés à Nantes, où ils subissent des premiers interrogatoires, puis à Angers, Paris et Berlin, avant d'être de nouveau incarcérés à Paris, le 26 février, dans la prison du Cherche-Midi. Ça en arrivait au 6e, là. Le bateau s'est fait prendre, donc, puisqu'il avait été trahi par le radio. Les Allemands avaient consigné tous les bateaux de pêche de la côte bretonne dans les ports, donc pas un seul bateau en mer. Comme ça, ils étaient sûrs que le bateau qui venait, ce serait bien lui. Et il y avait un truc aussi que j'ai oublié de le dire là, c'est que les Allemands, pour être sûrs qu'il n'y avait pas des bateaux qui trafiquaient, qui trahissaient, le matin, ils exigeaient que les bateaux aient au bout du mât un pavillon d'une couleur donnée. Mais par radio, les gars, ils transmettaient à Londres et ils leur disaient, quand ils faisaient, aujourd'hui, il vous faut un pavillon bleu, demain, mettez un pavillon noir ou un pavillon rouge que les Allemands avaient prévu. Et là, les Allemands avaient donné une fausse indication. Ils avaient dit, quand ils avaient demandé le dernier voyage, par l'intermédiaire du radio qui trahissait, ils avaient donné une fausse couleur. Il fait qu'en plus, quand le bateau est arrivé, et c'était le seul, il n'avait pas le pavillon qui collait de la bonne couleur, donc tous les bateaux de guerre de tous les coins d'horizon sont arrivés, ils ont pris le bateau. Ils ont enfermé l'équipage à la cale. Mon père avait eu le temps, entre-temps, de balancer à l'eau tout le courrier qu'il y avait, donc de ce côté-là, pas de problème. Mais il restait dans la cale le poste de radio. Et il s'est dit, bon, notre cas ne sera pas aggravé parce qu'il n'y a plus de courrier, mais il y a quand même le poste de radio qui va être un indice. Et le bateau est équipé d'un vivier intégré à la coque. Et il s'était aperçu que dans la jonction du vivier au pont, il y avait des planches qui étaient disjointes, décollées un peu. Et comme il y avait quelques outils dans la cale, avec ses copains, il s'est dit, on va casser le poste de radio en le plus petit morceau possible, et par le trou, on va les glisser dans le puits. C'est ce qu'ils ont eu le temps de faire, parce que le voyage pour rejoindre Brest a quand même duré des heures. Donc en arrivant à Brest, tout indice avait disparu. Bon, les Allemands n'ont pas eu idée de mettre le bateau au sec et de vider le vivier, donc ils ne se sont jamais aperçus qu'il y avait les morceaux du poste dans la cale. Le lendemain, ils ont été conduits à Angers parce qu'il y avait une partie du réseau qui était arrêtée et emprisonnée à Angers. Ils ont, en véhicule, ils ont trimballé jusqu'à Angers. D'Angers, ils ont réuni tout le monde, ils ont trimballé à Paris dans la prison du Cherche-Midi, qui avait été évacuée de tous les Français de droit commun qui s'y trouvaient. Et la prison n'a servi que pendant toute la guerre aux résistants, à arrêter les résistants, les juger, les fusiller, ce qui ont été... Enfin, là, ils ont fait un simulacre de procès, puisqu'ils étaient considérés comme civils. Hein. Ils étaient considérés comme prisonniers politiques, c'est-à-dire civils, et non plus militaires. Destiendorf et 26 de ses compagnons comparaissent devant la cour martiale allemande le 13 mai. Le procès dure 12 jours. Destiendorf couvre ses co-détenus. Au cours du procès, chaque fois que quelqu'un était accusé, il disait non, c'est pas lui qui l'a fait, c'est moi qui l'ai obligé à le faire, ou c'est moi qui je lui ai menti pour lui faire croire que, ainsi de suite. Il diminuait à chaque fois.
la peine du gars, et il prenait le tout à son compte. Donc, il savait depuis le départ qu'il était foutu, qu'il allait être fusillé, donc il a tout pris à sa charge. Il n'arrêtait pas au cours du procès de dire non, non, c'est pas eux, c'est moi qui ai fait, c'est de ma faute, je l'ai trompé, je lui ai menti, il a cru que. Gna, gna, gna. Il a été formidable pendant tout le procès. Les juges militaires prononcent 9 sentences de mort et des peines de prison. Il y avait les Destiendorf, le chef du réseau, Barlier et Dornick, les 2 adjoints, plus d'autres agents de Nantes qui avaient servi à recueillir les gars. Et puis du bateau, il y avait mon père et son second, Cornec. Je crois qu'ils étaient 9 en tout à avoir été condamnés à mort. Et là-dessus, les autorités françaises sont intervenues pour essayer de plaider leur cause. Entre-temps, les Allemands avaient débarqué en Libye et en Afrique du Nord et ils remportaient encore des victoires, donc ils étaient un peu euphoriques, ils voulaient se montrer généreux. Ils ont accepté de réduire les peines, mais ils ont quand même maintenu la peine de mort pour les 3 principaux chefs. Les autres ont été condamnés, mon père à des prisons et tous les autres à des prisons variables selon leur accusation et leur peine. Dans la nuit précédant leur exécution, Destiendorf, Maurice Barlier et Yann Dornick écrivirent à leur famille. Maurice Barlier écrit : Vendredi 29 août 1941. Mes chers petits-enfants, le bon et très doux Jésus, dont nous sommes tous les petits-enfants, a dit aux apôtres avant de retourner au ciel : Je ne vous laisserai pas orphelins. Aussi bien qu'il me rappelle à lui maintenant, je sais et je vous dis qu'il ne vous laissera pas orphelins. D'abord parce qu'il est votre Père, plus encore que moi, et aussi parce qu'auprès de lui, il me sera permis de vous voir intercéder pour vous et de vous aimer beaucoup plus encore que je n'aurais pu le faire en restant avec vous. Car vous savez, on n'est pas présent à ceux que l'on aime par les bras, les jambes et la tête, mais par l'âme et par l'amour. Et mon âme sera toujours à côté de vous. Aimez beaucoup votre maman, grand-père, grand-mère qui vont avoir beaucoup de chagrin. C'est sur vous aussi que je vous compte pour les consoler. Travaillez bien. Priez toujours le bon Dieu de vous guider en toutes choses, car la bonne volonté ne sert à rien sans son secours. Quand vous serez grand, ne gardez de rancune envers personne. N'oubliez jamais que tous les hommes sont des frères et qu'il faut répondre aux offenses et même au mal par le pardon et l'amour. Priez pour moi, bientôt, car vous verrez comme la vie passe vite. Nous serons tous réunis auprès du bon Dieu. Notre seule raison d'être est notre fin, alors il ne faut pas être triste. Je vous embrasse bien tendrement. Au revoir, papa. Vendredi 29 août 1941. Petite femme chérie, à la pensée de la peine que tu auras demain, mon âme est profondément triste. Ma petite fille chérie, je te supplie de ne pas abandonner au désespoir. Le bon Dieu nous a permis des heures très douces ces dernières semaines. Pour toi et pour moi, je te supplie d'offrir ton immense souffrance à celui qui a souffert plus que nous tous ensemble. Je te supplie, quels que soient tes sentiments à ce terrible moment, d'aller te confesser et de communier, et je crois de toute ma foi que Dieu te comblera de consolation et de bienfaits. Vois-tu, il nous aime bien mieux que nous ne pouvons nous aimer nous-mêmes. Il sait bien mieux que nous ce qui nous est bon. Ses bras te soutiendront, son cœur te consolera si tu t'abandonnes à lui. Il est notre Père et tout ce qu'il fait est bon et utile aux seules fins qui comptent pour nous tous. Mon petit, dis-toi bien que je ne vous quitte pas, vous me rejoindrez, et je vous entourerai d'un amour bien plus pur, plus fort, plus efficace, certes, et je veillerai bien mieux sur vous tous auprès de lui. Il connaît nos besoins. Je vous redonne à lui, je sais bien qu'il ne vous laissera manquer ni de lumière, ni de force, ni du matériel utile. C'est pourquoi je ne dis rien au sujet de l'éducation de nos enfants. J'ai confiance. Pardonne-moi, ma chérie, pour tout le mal que j'ai pu te faire, et aussi pour tout le bonheur que je n'ai pas su te donner. Je vais au bon Dieu avec confiance, comme vers un père, mais il est infiniment saint et je suis si misérable. Alors prie pour moi autant que ton cœur te le dictera. J'espère fermement qu'il me continuera sa grâce surabondante et si douce, et que je mourrai tout à l'heure en chrétien et en soldat. J'offre ma vie au bon Dieu pour tous les besoins de ton âme, pour les petits, pour Jean, Adi, pour ton père. Je t'embrasse de tout mon cœur, au revoir. S'il te plaît, ne change pas les habits des petits. Yann Dornick écrit : Demain matin à 7h, on nous fusille.
Les voies de Dieu sont impénétrables, que la volonté soit faite. Nous sommes maintenant réunis, mes 2 camarades et moi, car on nous a permis de passer ensemble notre dernière nuit. Nous sommes tous les 3 dans le même sentiment de soumission aux volontés de Dieu, et nous allons épuiser nos dernières heures en causant et priant en commun. Demain matin, l'abbé Stock viendra nous dire la messe et nous communierons avant de partir. Soyez sûrs qu'aucune angoisse, aucune faiblesse n'est en nous, car cette sorte de retraite qu'est la prison nous avait depuis longtemps préparés à cet instant. Je suis prêt à paraître devant Dieu, m'étant repenti de mes fautes et de mes erreurs, dont j'espère ardemment que Dieu aura daigné m'absoudre. J'ai confiance en lui, je bénis ses volontés. Il est près de 3 heures, dans 4 heures je serai mort. Je me sens si calme et si serein que je m'en étonne moi-même. Tout à l'heure, l'aumônier va venir. Dans un instant, nous allons réciter ensemble une prière pour demander à Dieu qu'il nous donne le courage d'accepter chrétiennement ses volontés. Et surtout, pas de rancune dans nos cœurs. La guerre est dure et inexorable, mais il faut subir son destin. Je vous serre tous les 3 contre mon cœur et vous embrasse avec ma grande et profonde tendresse. Aimez-vous, soutenez-vous, que Dieu vous bénisse et qu'il m'ait désormais en sa miséricorde. Vive la France. Adieu papa, maman et Yves. Je me résigne donc à ne plus vous voir sur cette terre, mais je vous demande de grouper vos tirs autour de mon âme, qui ne vous quittera plus et qui vous protégera. Soyez forts et courageux, comme je le serai demain matin. Je prie Dieu d'accepter mon sacrifice pour racheter mes faiblesses et mes erreurs, et pour que la France revive. Je vous lègue les uns aux autres, et ma tendresse vous reste toute. Yann Dornick. Honoré d'Estiendorf écrit: Jeudi 28. Ma kaki chérie, ma chère petite sœur, je t'aime profondément. Je te remercie du fond du cœur de tout ce que tu as fait pour moi. Il m'a été infiniment doux de te sentir ainsi en communion avec moi. Il ne faut pas avoir un trop gros chagrin. Pensez à ceux qui meurent sur les champs de bataille. Moi, j'ai eu le privilège inouï de pouvoir presque vivre une vie de famille depuis 3 mois. Et j'en ai joui beaucoup. Songe surtout, chérie, que j'aurais pu être tué au moment de mon arrestation. Dans quel état moral serais-je mort? Dieu m'a donné ces 7 mois pour me rapprocher de lui, qu'il en soit béni. Je vais retrouver papa et maman, c'est un grand bonheur. Mais ce que je vous demande, c'est de continuer votre vie bien tranquillement, de vous étayer les uns les autres. Eliane aurait besoin d'aide. Je sais que tu lui en donneras. À toi incombera la mission de lui annoncer ma mort. Sachez que je suis parfaitement calme. Mes 2 camarades et moi passons la soirée à parler tranquillement, à blaguer même. Et j'ai du mal à obtenir le silence pour pouvoir t'écrire. Excuse donc cette lettre décousue. Tout ceci te montre notre sérénité. J'espère que nous ne nous en départirons pas demain matin. Je ne fais pas de Nouveau Testament. Celui que tu as déjà ou qu'Eliane a me paraît suffisant. Les enfants, comme les miens, vivront, j'espère, une période de paix, qu'ils prennent papa comme modèle. Papa qui a tant aimé les siens et a tant travaillé pour nous tous. Réunissez tout ce que vous trouverez de sa main, ainsi que ce que maman a écrit. Que notre génération et celle de nos enfants en profitent. Mes petits frères, hélas, que j'aime tant, que nous étions donc tous unis. Toi et nous 3, sans oublier le souvenir de François, le cher compagnon de mon enfance. Notre union était une belle chose, que rien ne la ternisse, et que nos enfants prennent modèle sur nous. Je voudrais écrire ici les noms de tous les membres de la famille, d'Estienne ou Villemorin, pour leur dire que ma pensée va vers eux tous. Je te charge de cette commission, en particulier notre chère tante Félicie, que Dieu vous la garde longtemps, et aux artisans d'un mariage qui me rendit si heureux. L'Aubert-Lieutenant Moneur, que j'ai vu tout à l'heure, ne voit pas d'inconvénient à ce que je te donne les noms des personnes arrêtées avec moi. Madame Maurice Barbier-Navemont, banc de Sape, femme de mon camarade qui doit être exécutée en même temps que Dornick et moi. Plus tard, si les circonstances le permettent, elle sera peut-être heureuse de te connaître. Monsieur et Madame Normand et leur fille Madame Jannick, à Plogoff, serait-il possible de leur donner un petit secours d'argent? 200 francs par mois par exemple? Madame Le Gigant, 48 rue de Gutenberg, à Nantes-Chantenay. Elle est actuellement libérée, n'ayant été arrêtée qu'à cause de son fils actuellement à Fresnes. J'aimerais que quelqu'un la vît. C'est une vieille femme de 75 ans et j'ai peur qu'elle ne soit sans ressources. Monsieur et Madame Clément, chemin du bois Aligan, Nantes-Châtenay, tous ces gens qui m'aiment bien. Je ne pourrais pas leur dire adieu. J'ai une certaine responsabilité dans leurs malheurs qui ont fondu sur eux et qu'ils ont tous accepté avec une grandeur d'âme admirable. Je ne vous demande pas de prier pour moi, je sais que vous le ferez. Pensez que la prière pour les morts rapproche les vivants de Dieu, et par là est bonne. Que l'on continue à faire dire une messe par semaine à Verrières pour les morts de la famille. Maintenant, je vais dormir un peu. Demain matin, nous aurons la messe. Que personne ne songe à me venger. Je ne désire que la paix dans la grandeur retrouvée de la France.
Dites bien à tous ceux que je meurs pour elle, et pour sa liberté entière, et que j'espère que mon sacrifice lui servira. Je vous embrasse, tous avec mon infinie tendresse. Honoré d'Estiendorf écrit également une lettre à l'abbé Stock. Cher monsieur l'abbé, je vous remercie du fond du cœur de ce que vous avez fait pour moi. Au début de nos relations, j'ai vu en vous le prêtre qui pouvait m'apporter le bon Dieu et ainsi le secours dont j'avais besoin. C'était le principal. Mais par la suite, j'ai appris à vous apprécier et aimer comme homme. Je vous remercie du saint Thomas d'Aquin. Excusez les notes au crayon que j'aurais effacées si j'en avais eu le temps après les avoir exploitées. Les points d'interrogation n'indiquent pas les doutes de ma part, mais seulement des points que je promettais d'éclaircir à une seconde lecture. Voulez-vous rappeler mon respectueux souvenir au RP Hofer? Je prie le bon Dieu de donner à la France et à l'Allemagne une paix dans la justice, comportant le rétablissement de la grandeur de mon pays, et aussi que nous gouvernons face à Dieu la place qui lui revient. Je remets mon âme entre les mains de Dieu et un peu entre les vôtres, qui l'avait ces derniers temps représenté auprès de moi. Je vous prie de transmettre mon affectueux souvenir à tous mes co-détenus du Cherche-Midi ou de Fresnez, dont le courage et la confiance ont augmenté et maintenu les miens. Veuillez agréer la respectueuse affection, Dorf. Aujourd'hui, Dornick, d'Estiendorf et Barlier ont été fusillés au fort du Mont-Valérien près de Paris. Depuis leur captivité au Cherche-Midi, je puis dire que je me suis occupé d'eux d'une manière toute particulière. J'ai eu avec Dornick de longs entretiens. Ses progrès dans la foi et la spiritualité devinrent de plus en plus ardents. Il me frappa toujours par la franchise et par sa grande distinction. Il voulut faire une confession générale approfondie. À partir de ce moment-là, il s'est confessé et a communié toutes les semaines. Puis vint la condamnation à mort et le transport à Fresnez. Le recours en grâce fut présenté. Il restait de l'espoir, la situation politique était plus favorable. Cependant, le jugement fut confirmé le 28 août 1941. Le soir, j'allai à Fresnez et fus surpris du calme avec lequel les trois accueillèrent la fatale nouvelle. À l'aube du 29, je retournai à Fresnez et pus célébrer la Sainte Messe dans la cellule de Dornick. Les deux autres vinrent aussi. Dornick m'aida à élever l'autel et servit la messe en répondant en latin comme le meilleur servant. Puis ils communièrent tous trois et dirent les prières des agonisants avec ferveur. Dornick fit ses adieux à ses camarades et je partis avec les trois au Mont-Valérien. Pendant le recours qui dura environ 1 heure, nous causâmes tout le temps. Dornick, très maître de lui, très sérieux et déjà illuminé du reflet de son éternité. Leur désir de n'être pas attachés et de n'avoir pas les yeux bandés fut exaucé. Je leur donnai une courte bénédiction qu'ils reçurent à genoux et je leur dis une courte prière. Puis ce fut fini. Je les enterrai au cimetière d'Ivry, abbé Stock. Cette lettre, l'abbé Stock l'envoya à la femme de Dornick après sa mort. Aujourd'hui, des lieux, des places, des plaques et même des navires de guerre honorent la mémoire de ces hommes, de ces héros qui furent les résistants, morts pour la France.